va aujourd'hui en effet s'intéresser au virage de la transition énergétique, mais sur sa dimension particulière, qui est celle des nouvelles technologies, bien entendu, et de l'apport du numérique, du digital, dans ce contexte dont on va voir qu'il est considérable, mais qu'il doit être accompagné, en effet, et évidemment, en particulier sur le terrain réglementaire et législatif. Vous allez le voir, vous le savez, un grand nombre de nos députés sont des parlementaires, mais des députés en particulier, sont à la manœuvre en ce moment, précisément pour essayer de faire évoluer l'arsenal législatif pour doper ce virage de la transition énergétique, non seulement dans le contexte de la loi transition énergétique, mais aussi des autres textes qui permettront de donner aux entreprises, à nos entreprises, la capacité de s'adapter. Ce colloque ce matin est présidé par le député LR du Vaucluse, parrain de ce premier forum de l'intelligence énergétique, Julien Aubert, à qui je vais passer la parole. Si vous voulez bien, monsieur le député, prendre place, prendre un micro. Je vous laisse introduire cette matinée consacrée à la transition énergétique à travers l'intelligence, le numérique, le digital et l'intelligence artificielle. Bon, je me sens un peu seul. Mesdames, Messieurs, alors je ne sais pas si vous avez remarqué, mais ce matin, il neige. Et ça prouve que vous êtes parmi ceux qui ont eu la meilleure capacité d'adaptation, puisque vous êtes arrivés jusqu'ici. Et justement, je crois que c'est un excellent jour pour faire un forum sur l'intelligence énergétique, puisque il y a de cela 1 ou 2 ans, au moment où on avait été obligé de fermer certaines centrales nucléaires pour des raisons diverses et variées, il y avait eu un doute sur éventuellement la possibilité, à un moment donné, que nous soyons dans l'impossibilité de couvrir la pointe. Et c'est là où, évidemment, se pose la question de l'intelligence et de la manière dont nous pouvons gérer l'offre et la demande sur le secteur énergétique. Alors, on m'a demandé ce matin d'ouvrir, de faire le brise-glace de ce premier forum. Et j'en suis particulièrement heureux parce que je crois que nous sommes en fait à la confluence de 2 révolutions. La première, c'est effectivement la révolution de l'énergie, avec la diversification de notre paquet énergétique, la volonté de trouver des sources alternatives de production, avec aussi une forme d'inventivité, des énergies qui sont parfois plus ou moins matures, certaines qui arrivent comme l'éolien ou plutôt le photovoltaïque, qui arrivent effectivement au moment où on peut se passer peut-être des béquilles de l'État, et puis d'autres qui sont encore au stade du prototype ou en tout cas du déploiement. Je pense notamment dans le domaine du gaz ou dans le domaine des hydroliennes. Donc révolution énergétique qui entraîne de facto un foisonnement, parfois des écarts de trajectoire dans la manière dont les États conçoivent leur parcours énergétique, des questionnements aussi qui ont agité le débat public, puisque nous sommes un pays fortement nucléarisé, il faut faire une place à ces nouvelles énergies, et en même temps une révolution de l'intelligence qui, elle, a débuté depuis 20-25 ans, mais je ne vous apprends rien, avec notamment les microprocesseurs et la capacité justement à avoir des machines de plus en plus performantes. Et donc, c'est vrai que lorsqu'on examine les sujets, souvent on les traite séparément. Par exemple, dans la loi sur la transition énergétique, on a beaucoup parlé d'énergie, on a assez peu parlé d'intelligence. Et en sens inverse, vous avez beaucoup de colloques qui sont organisés sur l'informatique, sur la miniaturisation, sur la robotisation. Et le secteur énergétique est traité, mais souvent en périphérie. Et donc je crois que c'est important aujourd'hui d'allier les deux, en sachant que nous avons effectivement, pour le cas français, un défi devant nous, qui est le défi de passer d'une organisation très centralisée à une organisation décentralisée. Centralisée, et en fait décentralisée plutôt mixte d'ailleurs, où on aura demain sans doute des centres de production nucléaire avec des grandes autoroutes qui enverront l'énergie chez les usagers, et puis un autre système à côté qui va cohabiter et qui est un système de microproduction, voire d'autoconsommation, et où la relation, évidemment, l'utilisation des réseaux va se modifier puisque certains consommateurs seront ce qu'on appelle des consommateurs ou en tout cas des producteurs. Et donc pour éviter que ce foisonnement produise
des incohérences en termes de relation de l'offre et de la demande, évidemment, le sujet de l'intelligence des réseaux est primordial. Quand on voit la manière dont la décentralisation a fonctionné en France, et où on est passé d'un État fortement centralisé à un État mixte, c'est-à-dire avec un État qui reste très interventionniste, mais une décentralisation foisonnante, et qu'on voit le résultat à la fin, on se dit que nous ferions mieux de réfléchir avant à la manière dont nous allons transformer notre secteur énergétique. Parce qu'aujourd'hui, n'importe quelle région, intercommunalité, commune veut avoir son petit plan dans son coin énergétique, veut encourager son producteur local, veut prendre une initiative, veut avoir son référent. Alors, c'est très bien ce côté Mao, que mille fleurs s'épanouissent, mais je savais que ça ferait plaisir au premier rang. Je lui ai dit que j'étais un horrible réactionnaire conservateur, mais citer Mao le matin, j'essaie de vous réveiller en même temps. C'est très bien ce côté mille fleurs s'épanouissent, mais il faut faire évidemment attention que l'intérêt national, la souveraineté énergétique, le service public apporté aux citoyens, lui, soit au rendez-vous. Et cela suppose d'ouvrir des débats qui sont parfois un peu sous-jacents, et notamment, par exemple, les investissements que doivent réaliser les grands opérateurs de réseau pour développer ces centres intelligents. Donc ça, à mon avis, c'est effectivement le premier sujet, le besoin structurel de faire évoluer un système sur lequel tout le monde confusément sent, je dirais, vers où on doit aller, même s'il reste d'ailleurs des divergences politiques, puisque vous avez des gens qui vous disent qu'il faut passer à un système 100% décentralisé. Donc on oublie le nucléaire. Moi, je suis évidemment très défavorable à cela, parce que, avant d'abandonner ma branche, je préfère vérifier que la branche d'à côté est solide. Puis après, vous avez des gens, mais de moins en moins nombreux, qui voudraient rester sur un système figé. Je crois qu'on s'oriente plutôt vers un système mixte. Le deuxième défi que nous avons, c'est évidemment le problème de la donnée. Parce qu'avec l'intelligence vient la donnée, et notamment la donnée personnelle, et on s'aperçoit que tous ces plans techniques, tous ces plans technologiques, toutes ces avancées sont peut-être merveilleuses d'un point de vue de la gestion, mais que d'un point de vue politique, elles posent un vrai sujet. Quand vous regardez le ressenti extrêmement vif sur un compteur communicant, certains disent intelligent, mais il est plus communicant qu'intelligent pour moi, c'est le compteur Linky. Quand vous voyez la manière dont les citoyens s'emparent du sujet, eh bien vous vous dites que face à l'intelligence énergétique, il peut aussi avoir une forme des fois d'obscurantisme. Alors, il y a je ne suis pas ni le premier laudateur ni le premier critique de Linky. Il m'est arrivé à la fois de le défendre et en même temps d'aller vérifier quand même que toutes les assurances étaient données. Et j'ai fait partir dernièrement un courrier à ce sujet au directeur d'Enedis, parce que évidemment les gens sont mobilisés. Mais je crois qu'on ne peut pas non plus balayer d'un revers de main en disant les gens n'y comprennent rien, etc. Parce qu'on ne fera pas la révolution énergétique sans les citoyens. Et donc, il y a un sujet qui est le sujet de la propriété de la donnée, le sujet de savoir comment elle circule, de savoir où est-ce qu'elle est stockée, de savoir ce qu'on fait. Il va y avoir d'ailleurs une mission d'information qui s'est réunie de manière informelle au Parlement hier sur les blockchains. Je francise, dont a priori je devrais être le président. Donc vous voyez, ça fera le lien avec des futurs choses. Mais il y a un des rapporteurs qui est dans la salle. Donc on voit bien que ce sujet des serveurs, ce sujet de la propriété de la donnée est central, et qu'on ne peut pas aborder l'intelligence énergétique uniquement comme un sujet technique. À un moment donné, il y a une dimension juridique, une dimension sociale, je veux dire même plus une dimension sociologique. Et le risque est grand quand, finalement, en abordant ça uniquement, et je vous rassure, j'ai bientôt terminé, en abordant ça uniquement de manière avec des techniciens du secteur, on passe sur le cœur du sujet, qui est que le citoyen doit être évidemment associé à cela. Donc voilà ce que je voulais vous dire ce matin. Le défi de l'intelligence énergétique, c'est de se mettre en accord avec l'intelligence humaine. C'est le défi qui est devant nous. Il y a évidemment toute une série de sujets dont j'espère qu'ils seront
creuser aujourd'hui, parce qu'en fait, on est balbutiant, hein, mais c'est comme si on avait organisé un colloque sur l'Internet dans les années 75 ou 80, on n'aurait peut-être pas toujours posé les mêmes questions. Je suis peut-être un peu dur, et dans les années 90, reste que on a des sujets juridiques, et pour les législateurs qui sont dans la salle, je pense que la première question que nous devons collectivement nous poser, c'est qu'est-ce que nous pouvons faire en tant que législateurs pour favoriser cette intelligence énergétique et faire en sorte qu'elle soit à la fois protectrice du citoyen et en même temps gage d'une très grande stabilité dans l'approvisionnement énergétique de ce pays et de nos concitoyens. Merci de votre attention et bonne matinée de travail à tous.